Dimanche 22 mai 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal version française. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce jour, en ce dimanche, le président de la République, à la tête d'une délégation, s'est joint dans la matinée aux fidèles luthériens pour un culte au sein de l'église FLM Fanatenana Ius, un culte officié par le président de l'église luthérienne Malagasy, le docteur révérend Denis Rakutzaf, et durant laquelle le temple a été remis officiellement aux fidèles de l'église. Le président de la République a offert une grande contribution pour cette construction. Reportage. 30 ans après son existence, les fidèles luthériens au niveau de l'église luthérienne Fanatenana Ius disposent enfin d'une église. La construction est totalement achevée, la sacristie, le tour, le toit, l'enduit et la peinture, les fenêtres, le revêtement du sol et même l'installation du réseau électrique. Il s'agit d'une promesse présidentielle lors de sa visite en 2019. L'édifice est à présent entièrement construit pour la grande joie des fidèles. Le président de l'église luthérienne Malagasy, lors de l'inauguration, a souligné que les églises, particulièrement l'église luthérienne, et l'État malagasy ont une relation privilégiée, une collaboration renforcée par le président de la République, toujours dans l'intérêt public. Après l'inauguration, le président de la République a déjeuné avec les fidèles de l'église. C'est également lors de ce déjeuner que les jeunes luthériens ont pu transmettre leurs souhaits au président pour les soutenir dans le cadre du forum des jeunes luthériens qui se tiendra à Majunga. Le président de la République leur a donc donné rendez-vous pour ce forum. Le nouveau plan de circulation d'Andouananalakeli à Mbuzatu va commencer à être appliqué aujourd'hui. Un rond-point a été implanté à Andouananalakeli. À cet effet, l'application s'est bien déroulée d'une manière générale, d'après ce reportage de Radromananzatu et Secharangianasi. L'installation de ce nouveau rond-point modifie l'itinéraire des véhicules venant d'Ambuzatu allant vers Anoussi. Il en va de même pour ceux en provenance d'Ambouida allant vers Analakeli. Selon ce nouveau plan de circulation, toutes les voitures venant d'Ambuzatu en direction du tunnel d'Ambouida doivent d'abord tourner par ce nouveau rond-point si la sortie d'Ambouida vers Anous est désormais à double voie. Par conséquent, les véhicules partant d'Anous en direction d'Ambouida ne disposent donc que d'une seule voie et doivent d'abord passer par la stèle d'Ambuzatu avant de rejoindre Andouananalakeli. Les arrêts de bus ont également été déplacés suivant ce plan de circulation. L'arrêt de bus en face de la stèle commémorative d'Ambuzatu a été déplacé derrière les pavillons d'Ambuzatu. Il en va de même pour l'arrêt de bus devant Super Musique. L'application de ces changements s'est bien déroulée selon les conducteurs. Il reste à savoir si demain, lundi, jour ouvrable, ce plan entraînera ou non des embouteillages. Ces changements ont été longtemps discutés avec des experts avant son application, d'après les explications de la commune urbaine d'Antananarivo. La Turquie se dit prête à investir à Madagascar, à y implanter des entreprises et à développer des échanges commerciaux. D'après le président du conseil d'administration économique de la Turquie, Madagascar dispose de toutes les ressources nécessaires, mais les matières premières ne sont pas bien exploitées, raison pour laquelle la Turquie souhaite prêter main forte au pays, mais également pour créer de l'emploi aux jeunes Malagasy. La délégation turque s'est déjà entretenue avec le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation pour voir les points de collaboration possibles entre les deux pays. Toujours un reportage de Secharangianasi, mais sur les images de Janzar Zonavelo. La Turquie est un pays expérimenté dans le domaine de l'exploitation des matières premières et de la production. Elle est même l'un des pays les plus industriels au monde. C'est cette expérience qu'elle veut partager avec Madagascar dans le cadre du redressement économique du pays, d'après les explications de la délégation turque venue à Madagascar. Madagascar dispose d'énormément de ressources exploitables, mais qui, à l'heure actuelle, ne sont pas efficacement exploitées, toujours d'après cette délégation. Les échanges commerciaux entre les deux pays seront également renforcés, notamment pour les fers, les huiles moteurs et les meubles. Cette délégation turque s'est déjà entretenue avec le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation pour voir les points de collaboration possibles entre les deux pays.
Aucun décès constaté pour cause de Covid durant la semaine du 14 au 20 mai 2022, selon le rapport officiel du ministère de la Santé publique ce jour. Ce bilan rapporte 2 cas de forme grave. 623 patients sont actuellement en traitement de Covid-19. 38 nouveaux cas positifs ont été détectés au cours de cette période, 32 dans la région Analamang, 2 dans l'Atsnanan. Les régions Atsimonjefan, Bouigne, Diana et Vadvav ont toutes enregistré un cas positif. Et sur un tout autre sujet, les membres du parti TGV de la commune d'Akadkil-Ilaf, repartis dans les 18 Fouktam de la commune, se sont réunis ce jour à Akadkil. Ces derniers réitèrent leur soutien au président de la République, Anjradzuel, d'après le président du département TGV dans le district d'Avaradjan, également maire de la commune d'Akadkil-Ilaf. L'association Tafaray a été officiellement créée dans le district d'Anjamas. C'est une association qui soutient le président de la République, Anjradzuel, dans ses efforts pour le développement du pays, pour la population malagasy. Pour marquer l'événement, l'association a fait don de tables bancs et de divers matériels aux élèves de l'EPP de la commune rurale d'Anjamas. La coopération avec la plateforme IRD dans le district d'Anjamas a également été discutée. L'association demande au président actuel des candidater pour la présidentielle de 2023. Les représentants d'Antananarive pour le concours La Voix d'Or sont enfin connus. La Voix d'Or est un concours de chant organisé par Viva TV, dédié aux filles et garçons âgés de 8 à 14 ans. Plus de 80 participants sont venus au studio Arena Event pour y participer, selon les organisateurs. Les noms des talentueux représentants de chaque région seront communiqués très prochainement sur Viva. Pour la semaine prochaine, l'équipe de Viva fera cap vers la région Est dans le cadre de la sélection régionale. Et sur le plan sportif à présent, le CFFA Nduran Foot d'Analamang et la Jesaya Bunglav sont donc les finalistes du championnat de Madagascar 2022. Dans le cadre du Pro League, le CFFA a validé son ticket pour la finale avec un seul but marqué face au Dato FC de Farafangan durant le temps additionnel du match retour. Les détails avec Anzar Azonarvilo. Le CFFA Nduran Foot, vêtu en orange, a reçu le Dato FC, vêtu de rouge, au stade LGCO Bypass, dans le cadre de la demi-finale de Pro League. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1 lors du match aller à Fianarantsoa, 0 partout à la mi-temps lors de ce match retour. Bien que les deux équipes ont eu quelques tentatives, à la 90e minute du jeu, toujours un score vierge, et ce n'est qu'à la 2e minute du temps additionnel que le CFFA a pu marquer le seul but synonyme de victoire. Un but marqué par Nora. L'aventure s'achève donc ici pour le Dato FC si le CFFA a validé son ticket pour la grande finale du Pro League et affrontera la Jesaya qui a gagné face au Disciple FC au tir au but hier. La finale se tiendra le 12 juin prochain. Les actualités internationales à présent, la Russie a continué de pilonner samedi l'est de l'Ukraine où elle affirme avoir détruit un stock d'armes livré par les Occidentaux. De son côté, Volodymyr Zelensky continue de miser sur la diplomatie. L'Ukraine est ainsi à l'initiative d'une résolution qui doit être soumise à l'Assemblée dimanche des 194 membres de l'Organisation mondiale de la santé. Reportage. Depuis le début de l'invasion, les Russes tentent de prendre le contrôle total de cette ville portuaire de Mariupol. Peut-être qu'il convient de souligner que pour le moment, les Ukrainiens n'ont pas confirmé que tous leurs soldats sont partis d'Azovstal, mais ils ont bien confirmé que l'ordre avait été donné de laisser l'usine pour sauver leur vie. Donc s'il en reste encore, c'est vraiment très peu et ils sont là, je pense, surtout pour assurer le fait que les soldats morts puissent partir. Ils tiennent beaucoup à ce que ces soldats décédés puissent être transférés en Ukraine. Le contrôle de Mariupol pour la Russie, ça signifie, je pense, en ce moment deux choses. D'abord, ils ont fini maintenant de conquérir tout le littoral de l'Ukraine jusqu'à la Crimée que la Russie a annexé en 2014. Donc ça, c'était un objectif qui était longtemps, il y avait de la spéculation sur la possibilité que la Russie veuille obtenir cet objectif-là. Maintenant, ils ont ce couloir de la Russie jusqu'à la
la Crimée, du moins pour le moment. Bien sûr, les Ukrainiens disent que ces territoires sont occupés temporairement et ont bien l'intention de montrer des contre-offensives, mais pour le moment, c'est tout le littoral allant de la frontière de la Russie jusqu'à la Crimée qui est sous contrôle russe. Cela a pris bien plus de temps que les Russes probablement n'envisageaient, mais finalement, oui, ils l'ont fait. Et puis, je pense que le résultat du départ des soldats ukrainiens d'Azovstal, c'est un autre atout important pour la Russie parce que maintenant, ils ont selon les Russes, 2500 prisonniers de guerre pour compter seulement les soldats ukrainiens qui sont sortis d'Azovstal. Les Ukrainiens n'ont pas confirmé ce chiffre, mais ça doit être non loin de ce chiffre de 2500. C'est une carte très très grande que les Russes peuvent jouer de différentes manières. Les Ukrainiens sont bien déterminés à obtenir l'échange de ces prisonniers de guerre contre des prisonniers de guerre russes ou peut-être contre d'autres prisonniers ou d'autres aspects qui pourraient être abordés dans les négociations à venir. Donc c'est clairement une carte très importante maintenant dans les mains de la Russie dans les négociations qui vont s'en suivre. Et c'est le président Volodymyr Zelensky qui l'a confirmé. Les négociations sont en cours pour l'éventuelle libération ou échange de ces prisonniers de guerre qui sont les soldats ukrainiens sortis d'Azovstal. Donné légèrement favori dans des sondages réalisés avant le scrutin, Anthony Albanese a remporté samedi les élections législatives, mettant fin à 9 ans de gouvernement conservateur. Toujours un reportage de France 24. Sa victoire aux élections législatives marque la fin de 9 années de règne des conservateurs sur la politique australienne. Les électeurs du pays continent ont fait le choix du changement. Et voici le visage qu'il incarne, celui du travailliste Anthony Albanese, le nouveau Premier ministre. Je suis honoré de cette victoire et d'avoir l'opportunité de servir en tant que 31e Premier ministre de l'Australie. Nous travaillerons tous les jours pour rassembler les Australiens et je dirigerai un gouvernement à la hauteur du peuple australien. Mais il reste une question en suspens. Les travaillistes auront-ils la majorité absolue au Parlement ? Jusqu'ici, ils n'ont obtenu que 72 sièges sur les 76 nécessaires et pourraient être amenés à nouer des alliances avec des petites formations comme le Parti vert ou des candidats indépendants, en passe de conquérir une série de circonscriptions urbaines. Une percée des écologistes et indépendants et un vote sanction pour les conservateurs et leur coalition, très critiqués notamment pour leur politique pro-charbon à l'heure de l'urgence climatique. C'est une nuit difficile pour les libéraux et leur coalition à travers le pays. J'ai toujours cru au jugement des Australiens et je me suis toujours préparé à accepter leur verdict. Et ce soir, ils l'ont donné. Dans un pays ravagé ces dernières années par les feux de forêt, les Australiens ont placé la question du réchauffement climatique en tête de leurs priorités. Et le Premier ministre Anthony Albanese a promis en réponse de transformer l'Australie en superpuissance des énergies renouvelables. Le président américain Joe Biden est arrivé au Japon dimanche après avoir passé plus de 2 jours en Corée du Sud pour réaffirmer l'engagement des États-Unis à défendre son allié sud-coréen face à la Corée du Nord et souligner la nécessité de maintenir le partenariat de la région Indo-Pacifique. Il participera lundi au sommet du Quad qui regroupe les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie. Reportage. Et évidemment, Kamala Harris, elle, était venue, sa vice-présidente était venue, et puis il y a eu beaucoup quand même de voyages de diplomates américains depuis 1 an et demi dans la région, mais voilà, jamais Joe Biden. Et le but, si vous voulez, de cette visite, c'est bien de rappeler que les États-Unis sont bien présents dans la région, notamment à un moment où toute la politique étrangère américaine s'est concentrée sur l'Ukraine, sur le dossier russe. Voilà, donc Joe Biden va rencontrer évidemment son allié, le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, qui est arrivé au pouvoir en octobre dernier. Et il va évidemment remercier les Japonais pour avoir été l'un des premiers pays à se rallier aux sanctions américaines contre la Russie. Et cela, si vous voulez, encourager beaucoup de pays en Asie à faire de même. Donc voilà, il y aura une rencontre entre les deux chefs d'État demain, lundi. Évidemment, au dossier des discussions, c'est l'ennemi chinois. Il faut rappeler que dans la région, notamment en mer de Chine, il y a énormément de
de tensions avec la Chine quasi quotidiennement. Il y a des bateaux chinois qui s'approchent des îlots disputés entre la Chine et le Japon. Il y a aussi des exercices militaires qui ont eu lieu ces derniers mois à proximité de Taïwan. Donc voilà, beaucoup de tensions. Et pour les États-Unis, si vous voulez, le but de ce voyage, c'est vraiment de montrer du muscle, de montrer à ses alliés dans la zone Asie-Pacifique que les Américains sont bien là, sont toujours là. On va parler évidemment du dossier nord-coréen qui inquiète beaucoup les Japonais. Rappelons que les Japonais sont un pays assez proche finalement de la Corée du Nord, hein, simplement 1000 km séparent donc les deux pays, et qu'il y a régulièrement des tirs de missiles qui tombent en mer du Japon, une menace donc très claire envers le Japon. Alors selon les services de renseignement sud-coréens, et Joe Biden arrive de Corée du Sud, eh bien il pourrait y avoir une relance des essais nucléaires sur le grand site d'essais nucléaires nord-coréens au nord-est de la Corée du Nord. Et donc ça, en effet, c'est très inquiétant. Alors est-ce que ça pourrait avoir lieu en pleine visite de Joe Biden? Pour le moment, les analystes pensent que c'est peu probable parce que la Corée du Nord est en fait très occupée par un gros problème de Covid, d'épidémie de Covid, alors que le pays était plutôt épargné depuis 2 ans. Eh bien, il y a en ce moment énormément de contamination. C'est avec cette actualité internationale que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Restez sur Viva car tout de suite après cette édition, vous suivrez l'émission spéciale sur la protection sociale. Merci de votre fidélité et passez une excellente soirée sur Viva.